académique. Au ministère de la Justice, qu'il occupa de 2008 à 2011, il fera du droit pour la personne, qui constitue le fil rouge de son œuvre scientifique, le cœur même de son action politique. Tout le monde connaît son combat contre la peine de mort, qui a été rappelé tout à l'heure par le recteur. Il faut aussi ajouter ses nombreux combats contre la violence faite aux femmes, pour la défense des droits de l'enfant naturel et adultérin, son engagement pour le mariage civil aussi. Dans une société traditionnelle où l'establishment politique n'aime pas bousculer le consensus, où l'illusoire paix sociale sert de paravent à tellement de silence, il aura été le porte-parole des catégories les plus marginalisées, le porte-parole des causes perdues. Pendant un temps au moins, les préoccupations des universitaires, les valeurs de l'université, celles de la société civile ont trouvé écho dans un ministère libanais. Et c'est à cette action-là, à cette profonde unité entre la pensée et l'action que la faculté rend hommage ce soir. Les chemins de l'université ne prennent jamais fin, Monsieur le ministre. Il n'y a pas de terminus pour les professeurs de droit. Le voyage continue avec des paysages et des tableaux différents. Et les sentiers du droit se prolongent bien au-delà du cinquantenaire, car la route libanaise vers le droit, vers l'état de droit, est longue, et l'itinéraire, vous le savez bien, relève moins de la promenade que du parcours du combattant. Alors, au nom de la faculté, au nom de vos étudiants, au nom de vos collègues, bonne route, monsieur le professeur. Puisse votre combat pour le droit, pour le beau droit, se poursuivre encore longtemps au-delà de l'université. Pour l'avoir mené avec autant de courage et de ténacité, soyez-en ce soir infiniment remerciés. Merci, Madame le doyen. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le professeur François Terré, membre de l'Institut des sciences morales et politiques, professeur émérite à l'Université Paris II et l'une des personnalités marquantes du droit privé en France. Professeur Terré, la parole est à vous. Messieurs les présidents, Excellences, Éminences, Mesdames, Messieurs, il m'est donné de vous parler aujourd'hui de tout ce qui vient d'être dit excellemment par les Naganagés, et je ne vais pas pourtant céder tout de suite la parole à mon successeur. Ce serait un moyen d'échapper, mais d'éviter ce qui me tient à cœur quand on envisage au sujet du lauréat d'aujourd'hui, multilauréat, le passé, le présent et l'avenir. Le passé a été évoqué, la carrière, et une carrière qui présente toutes les qualités voulues, quand bien même on dirait que nul n'est censé ignorer la loi, il faut bien quand même qu'il y en ait qui l'enseigne. Et c'est par ce procédé, par cette démarche, que notre ami, notre collègue a franchi tous les échelons du savoir. Il a fait plus que cela. Il a fait plus parce que, sans vouloir l'accaparer et le naturaliser du côté de notre République, il est, parmi les auteurs étrangers, l'un des plus connus de la doctrine et de l'édition française. Il est aussi bon en droit français qu'en droit libanais. Je peux juger du moins pour le droit français, mais je l'imagine autant pour le droit libanais. Et il a donc, sur ce point, je le dis et je le répète, une position exceptionnelle dans l'édition et la doctrine. Et puis, il a, dans la suite et la filière de ses activités, occupé un poste qui, pour les juristes,
représente quelque chose d'important et à propos duquel, sans vouloir m'interférer en la matière, j'ai aussi souvenir d'avoir été appelé à collaborer avec un certain général et un certain ministre et d'autres encore au ministère de la Justice. Sous la Troisième et sous la Quatrième République, dans notre pays, le ministère de la Justice était considéré comme un ministère tranquille et un ministère qu'on réservait plutôt aux vieux politiciens à la retraite qui avaient besoin quand même du repos et de la méditation. Et puis ça a changé. Ça a changé chez nous avec les guerres d'Algérie que nous avons vécues, et cela a changé ailleurs aussi. Et là encore, notre héros de ce soir s'est signalé à l'attention de tous, en France aussi. C'est donc tout cela, ce passé qui était évoqué il y a un instant, et sur lequel il est important de revenir encore. Mais c'est le présent aussi qui répond à cette nécessité, à ce besoin. D'abord, l'assistance de ce soir, les 50 ans, je me disais, 50 ans, comment s'est-il débrouillé pour faire 50 ans d'enseignement? Je croyais en avoir fait plus. Eh bien non, j'en ai fait 4 de moins. Et c'est déjà quelque chose. La durée est importante, pas seulement pour la prescription acquisitive. Et c'est d'ailleurs à ce sujet que je voudrais remarquer que ce n'est pas seulement la festivité d'aujourd'hui, la rencontre, le silence dans les espaces finis et qui nous caractérise, qui est en cause, c'est aussi deux préoccupations fondamentales qui nous sont communes l'un à l'autre, les uns aux autres, de chaque côté de la Méditerranée, car il est bien évident que le droit, par les temps qui courent, surtout du fait même de circonstances qui nous ont encore rapprochés les uns des autres, est de nature à encourager et à alimenter cette amitié et cette intimité. Et puis, il y a justement dans cette manière de revenir un peu au passé comme il y a un instant, mais aussi de comprendre le présent et de bien voir ce que peut signifier le droit. Le droit entre justement des mains expertes qui ont dépassé même l'oral, l'écrit, le commentaire et la rédaction des textes, et qui effectivement sont amenés à constater une fois de plus dans l'existence que le droit est à la fois l'effet du culte des morts et de l'échange entre les vivants. Et c'est ce qui me mène à évoquer l'avenir. Mais il était indiqué il y a un instant que ce n'est pas parce qu'on a fait 50 ans de droit qu'on a appris aux étudiants ce qu'on ne savait pas. Parfois, d'ailleurs, la meilleure manière de plaire aux étudiants, c'est de se tromper. Mais il faut déjà avoir une certaine autorité pour se permettre ces situations, parce que sinon, l'esprit ironique pourrait venir, mais se tromper carrément, et puis dire ben, « je reviendrai demain pour vous dire la vérité ». Et c'est au fond cet avenir qui est en cause et qui nous conduit à diverses remarques. Et c'est sur 3 remarques que je voudrais essayer de clore ce propos qu'il m'est donné de vous présenter et qui m'émeut profondément. La première réflexion à laquelle on peut être porté tient au fait que le droit, et heureusement, est toujours inachevé. Et qu'il est inachevé de sorte qu'on peut bien prendre les 36 retraites qu'on veut, on n'aura jamais fini. Et que même s'il y a des périodes de calme,
c'est justement cet inachevé du droit qui est fondamental et qui permet de toujours espérer le droit. Première formule est une symphonie inachevée. La deuxième remarque est conduite peut-être, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec le héros de ce jour, tient au fond à savoir ce que constitue véritablement la nature même du droit. Qu'est-ce que c'est que le droit? Et vous remarquerez que quand on demande à un juriste qu'est-ce que c'est que le droit, il est très embarrassé, il n'y a jamais deux réponses pareilles. Et c'est au fond parce qu'il y a un doute fondamental qui explique le problème du juridique. Le droit est un doute qui décide. Et c'est à partir de là que l'on comprend, quand on relit même les documents du héros d'aujourd'hui, que nous trouvons le point de rencontre de tous les auteurs de notre société. Et puis il y a une troisième réflexion que je vous soumets et qui est un signe de vie répétée, mais recommencée. Allez, il y a encore pas mal de décennies de droit devant vous, cher ami. Et pourquoi? C'est parce qu'au fond, avis aux amateurs, avis aux étudiants, avis à bien d'autres, c'est que le droit, c'est une respiration. Curieuse formule, curieuse idée, curieuse image. Les images sont dangereuses en droit, mais pourtant c'est bien à cela que nous nous livrons quotidiennement, en inspirant du fait, en expirant du droit. Et c'est à cela que, en définitive, notre rencontre, dont je vous remercie, m'a apporté beaucoup, le bonheur de la justice. Merci, professeur Terré. Plusieurs fois ministre de la Justice, membre du Conseil stratégique de l'Université Saint-Joseph, docteur en droit et avocat à la Cour, Son Excellence, M. Bahij Tabbara. لو أردت أن تختصر البروفيسور إبراهيم نجار المكرم في هذه الأمسية بكلمات معدودة، ماذا كنت تقول؟ تحتار من أين تبدأ؟ هل تتوقف عند الأستاذ الجامعي الذي بدأ مسيرته الغنية منذ 50 سنة وهو لم يتجاوز 25 من العمر، فتدرب على يديه العديد من الطلاب الذين تولوا فيما بعد مراكز مرموقة في الدولة وفي المجتمع؟ أم عند إبراهيم نجار الحقوقي المؤلف المتنوع الاختصاصات المتنقل بيسر وسهولة في دروب القانون من الإرث والهبات والوصايا إلى أصول المحاكمات إلى القانون المدني إلى التحكيم مرورا بالملكية الأدبية والمصارف والأسواق المالية؟ أم تتوقف عند الإنسان فيه الذي تجند لقضايا الحق والعدالة وحمل بحماس وعناد لواء إلغاء عقوبة الإعدام من قوانين الجزاء اللبنانية، ذلك بالرغم من معارضة الكثيرين في لبنان لإلغاء هذه العقوبة التي يختلط فيها الدين بالسياسة والقانون بعادات الثأر العشائرية؟ ولا أنسى السياسي الذي يبدو وكأنه دخل المعترك السياسي بالصدفة، غريباً عن السياسة كما تمارس مع الأسف في لبنان.
عرفت إبراهيم نجار عن قرب في الفترة التي كنت فيها مسؤولا عن وزارة العدل. كان أول ما فعلته يومئذ أني أعدت إحياء لجنة توحيد وتحديث القوانين التي ضمت نحو 35 حقوقيا وحقوقية يشكلون نخبة من أهل القانون. ولم يكن ممكنا بالطبع أن لا يكون إبراهيم نجار في عداد الذين وافقوا على العمل متطوعين إلى جانب وزير العدل، واضعين بتصرف الدولة خبرتهم وتجربتهم الطويلة في حقل القانون. وقد دأبت على الاجتماع بهم بصورة منتظمة، طارحا عليهم الأفكار والمشاريع، فضلا عن المشاكل القانونية وما أكثرها التي كانت تعترض عملي، فيجري التداول بشأنها في جو من النقاش العلمي الرفيع المستوى. وقد أمكن بفضل جهودهم تحقيق الكثير من الإنجازات على صعيد التشريع، أكتفي منها بذكر إزالة الشوائب التي كانت تشكل في القوانين اللبنانية تمييزاً غير مقبول بين الرجل والمرأة. ففي أواخر العام 1993 أصبح من الممكن سماع شهادة المرأة في القضايا العقارية من دون تفريق بينها وبين الرجل، بعد أن كانت الشهادة محصورة بالرجال. وفي العام 1994 ألغي شرط موافقة الزوج لكي تستطيع الزوجة ممارسة الأعمال التجارية، وأصبح من حق المرأة المتزوجة ممارسة التجارة والدخول في شركات تجارية دون حاجة لموافقة مسبقة من زوجها. كما أصبح بوسع الموظفة في السلك الدبلوماسي متابعة مهامها في الخارج في حال زواجها من أجنبي، وذلك أسوة بالرجل. ولعل أهم هذه الإنجازات هو انضمام لبنان بعد طول تردد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبات يمكن القول اليوم بأنه لم يعد ثمة نصوص في لبنان تنال من المرأة أو تسيء إليها في المواد المدنية والتجارية. وقد كان لإبراهيم نجار مساهمة أساسية في إعداد مشروع قانون ينظم عملية بيع الشقق على الخريطة ويعالج ما يمكن أن ينشأ عنها من نزاعات ومشاكل. عندما فاتحني إبراهيم نجار عن نيته نشر مجموعة كتاباته في 3 مجلدات، طالبا مني أن أقدم للمجلد عن القانون اللبناني، عدت إلى مؤلفاته التي أحتفظ بها في مكتبتي: كتاب عن الإرث، كتاب عن الهبات، وآخر عن الأعمال المجانية دون عوض، ومؤخراً القاموس القانوني الجديد. وقد استوقفني منها كتيب له هو عبارة عن دراسة قيمة عن الوكالة غير القابلة للعزل، تعبر أصدق تعبير عن منهجيته في العمل. يتساءل المؤلف في هذه الدراسة عما إذا كان يصح اعتبار الوكالة غير القابلة للعزل من نوع الوكالة، فتطلق عليها هذه التسمية وتصنف في باب الوكالات. ذلك أن الوكالة بطبيعتها هي عمل أحادي النشأة يرتبط بإرادة الموكل الذي يعود له أن يرجع عنها متى يشاء، كما أنها تسقط حكماً بوفاة الموكل. ويخلص إبراهيم نجار بعد تحليل شيق إلى أن إشكالية الوكالة غير القابلة للعزل هي أنه يصعب على الاجتهاد والعلم معه أن يتقبل أن ترتقي الوكالة من عمل أحادي محض إلى عقد ثنائي ينعقد بمشيئة أحد الفريقين المنفردة. إن عدم قابلية الوكالة للعزل يعود في رأي المؤلف إلى أن هذه الوكالة تخفي دوماً عقداً أساسياً بين الفريقين كالبيع مثلاً، وتواكب تنفيذه، وأن العقد الأساسي هو الذي يكون غير قابل للعزل
أو غير قابل للرجوع عنه وليس الوكالة بحد ذاتها. إن هذه الدراسة هي نموذج عن الطريقة المبتكرة التي يعالج إبراهيم نجار فيها المواضيع القانونية الشائكة، فكأنه يتعمد التفتيش عن المفاهيم العويصة والمعقدة، يغوص فيها ويعمل على فك عقدها وإيجاد الحلول المقنعة لها.